Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette présentation et qui parle des procédés d'impression 3D. Alors, il y a pas mal de types de procédés d'impression 3D, ou bien pas mal de technologies d'impression 3D. Et on voit bien ici, dans ce graphe, la position de la fabrication additive par rapport aux autres méthodes d'usinage classiques. Et on voit aussi qu'il est divisé en deux grandes familles de procédés. Il y a lit de poudre et liquide. Dans lit de poudre, on trouve projection de l'ion, fritage de poudre métallique, ou bien polymère, fusion de particules métalliques, fusion de particules métalliques avec, mais cette fois pas avec un laser, mais avec un faisceau d'électrons. Dans la famille des procédés liquides, il y a la SLA et la FDM. Et pour cette partie aussi, vous allez trouver dans l'inscription, si vous allez dans l'inscription, vous allez trouver tous les vidéos pour tous les types de procédés d'impression existants. Et comme ça, vous aurez vraiment une idée très claire sur le fonctionnement de chaque machine pour chaque procédé. Alors ici, j'ai mis un exemple. L'exemple ici, c'est des procédés SLS, SLM et DMLS, c'est-à-dire fritage laser de poudre métallique ou bien fritage laser de poudre polymère ou fusion laser de poudre métallique. Donc tout d'abord, on a une déposition et fritage fusion de la poudre métallique, après consolidation des couches, et couche par couche, on obtient la pièce finale. Alors, la troisième partie, il va parler des applications de la fabrication additive. Ici, on voit bien qu'il y a 4 domaines qui sont en relation étroite maintenant avec la fabrication additive. Il y a l'outillage, l'aérospatial, automobile et le militaire. Tous ces domaines, ils sont en cours de développement de cette technologie pour l'adapter à leurs besoins spécifiques. Donc, parmi les applications, je vous ai mis ici un travail de APWorks qui a développé la moto électrique avec son cadre fabriqué en alliage d'aluminium. On voit bien ici que le cadre il est conçu différemment et il est plus léger et plus résistant. Après, il y a un autre exemple, c'est un exemple sur les prothèses dentaires. Entreprise INDT, c'est-à-dire c'est une entreprise qui utilise le procédé de fritage laser direct de métal ou bien SLM ou bien DMLS pour fabriquer des prothèses dentaires. Et le troisième exemple, c'est une voiture classique qui a rencontré la technologie du futur. C'est une Volkswagen Caddy équipée d'une structure frontale imprimée en 3D. C'est en 2017 qui ont imprimé cette structure frontale qui est fantastique. Franchement, on voit bien ici la complexité des designs ainsi que les avantages de l'impression 3D. Alors ici, pour parler de l'impact de cette nouvelle technologie dans l'entreprise et sur les secteurs industriels. Par exemple, on voit bien ici, il y a pas mal de secteurs qui sont impactés à droite en haut, outillage, produits électroniques, etc. Et il y a des activités impactées comme la recherche, développement, achat, logistique, c'est-à-dire tous les branches de l'entreprise sont vraiment impactées par l'apparition de ces technologies et pour l'implémenter dans notre propre usine, il faut vraiment revoir la structure des activités de l'entreprise. Et c'est ça qui a permis à la technologie de passer de prototypage rapide à la production de pièces fonctionnelles. Donc ici, j'ai un exemple d'une entreprise qui a ouvert ses portes au Maroc. C'est une entreprise mondiale qui s'appelle Thales et qui a ouvert un centre mondial d'expertise en fabrication additive à Casablanca. Donc cette usine il se trouve à la zone industrielle de Midpark, au sein d'un écosystème industriel déjà existant, c'est-à-dire que tous les sous-traitants dont l'entreprise a besoin et sont à côté de l'entreprise, dans la zone industrielle de Medpark. Et bien sûr, tout ça, s'inscrit dans un projet de collaboration Maroc-France. Donc après ici, comme on parle d'une entreprise qui travaille dans le domaine de l'aérospatial et dans le domaine de l'aéronautique,
J'ai mis ici un exemple d'une pièce fabriquée par les méthodes d'usinage classiques. C'est une pièce radiofréquence pour guider le champ magnétique. On voit bien ici à droite le dessin de l'intérieur, les détails à l'intérieur. Et ça, c'est un institut de Fraunhofer pour la technologie laser, ILT, tout simplement, sur des composants d'antennes en aluminium. C'est-à-dire, ils travaillent sur des composants radiofréquences et des antennes radiofréquences, et ils utilisent la technologie de frittage laser direct de métal. Ils ont fait une réduction de poids de 40% en utilisant la pression 3D. Par contre, ils ont rencontré des problèmes de qualité de surface. C'est-à-dire, ben, ils se sont dit qu'il faut vraiment travailler davantage sur le développement de ces technologies. Ensuite, là, on va voir les principaux modèles économiques de la fabrication additive. Par exemple, on a une entreprise qui cherche à internaliser, par exemple, cette technologie au sein de l'entreprise, ou bien sous-traiter ses besoins au niveau des pièces à une entreprise qui a cette technologie, qui utilise des machines d'impression 3D. Et il y a la troisième solution qui est des plateformes d'impression en ligne sur lesquelles on peut lancer nos pièces et on peut les recevoir rapidement avec une simple livraison. Donc ici, pour le cas de internalisation de la production, ici il y a l'exemple de General Electric. Et il y a ici que le temps est très élevé pour internaliser la production, très élevé pour la recherche et développement, formation et beaucoup de charges, très faible ou bien peu d'interaction avant la production. Et vraiment, c'est les critères, c'est la différence entre chaque modèle économique. Et ces modèles, ils se diffèrent selon le temps d'implémentation, au niveau d'investissement, interaction avec le client, utilisation d'Internet, besoins logistiques. Un autre exemple, pour le cas de modèle économique sous-traitance industrielle, il y a Polychet qui utilise ce modèle. Et enfin, il y a l'entreprise Sculptio qui a une plateforme en ligne pour permettre aux professionnels particuliers et pour les entreprises de lancer leurs pièces, la fabrication de leurs pièces en ligne, sur les plateformes en ligne d'impression. Alors, maintenant, je vais passer à la quatrième partie, qui est la conception pour la fabrication additive. Donc, pour concevoir une pièce à la fabrication additive, il faut suivre un plan, modèle sur les logiciels de CAO, CAD, modèle CAD, après transfert de fichiers STL. Alors, c'est le fichier qui va permettre l'impression de la pièce après tranchage, bien sûr, fabrication et post-traitement. Donc là, on voit bien le schéma de conception et on voit bien un exemple d'un fichier STL tranché. Donc pendant la conception, il faut vraiment prendre en compte des contraintes de conception spécifiques. Règles de conception en fonction de la typologie de machine et à intégrer par les différents bureaux d'études. C'est-à-dire ces règles doivent être respectées par les différents bureaux d'études et les intégrer dans les différents bureaux d'études. Alors là, j'ai mis un exemple qui montre bien une règle de conception qui est très importante pour la fabrication additive, c'est la règle de 45. C'est-à-dire à 45 degrés, on a la meilleure qualité de surface des faces qui sont pas supportées. On peut pas mettre des supports à ces surfaces, mais à 45 degrés, on obtient une qualité de surface qui est bien. Par contre, si la surface qui n'est pas supportée, elle est inclinée à 20 degrés, on voit bien qu'il y a des énormes effets d'effondrement de la matière qui rendent la surface très rugueuse. Et bien sûr, il y a d'autres règles de conception qui sont en relation avec les caractéristiques de chaque machine. Et c'est à chaque entreprise de voir ses besoins et d'étudier la machine et bien détailler, et bien comprendre plutôt sa fiche technique afin d'avoir à la fin des pièces imprimées qui sont fonctionnelles. Après, il y a la mise en place d'une chaîne numérique cohérente, c'est-à-dire c'est des CAO prenant en compte les règles de conception spécifiques du procédé de la fabrication additive. Ça, c'est vraiment, c'est des perspectives, c'est le but
ultime du cycle de développement de la technologie impression 3D, avec des vérifications assistées du respect des règles de design, traceability check. Après, il y a outils d'optimisation fonction de la problématique à traiter. C'est-à-dire, les outils d'optimisation, ils vont changer selon le domaine, est-ce que c'est mécanique, thermique, fluidique, hyperfréquence, etc. Et après, à la fin, aller vers des outils qui sont interopérables, transfert de fichiers automatisé, gestion de configuration, c'est-à-dire c'est un stade très très loin actuellement. Par contre, il y a pas mal d'entreprises qui ont arrivé à bien implémenter des modèles économiques au sein de leurs entreprises, au sein de leur usine, pardon, et qui tirent profit de la technologie, des technologies d'impression 3D d'une façon très très large. Donc, la cinquième partie, ici, je vais vous parler de l'optimisation topologique. C'est quoi cette optimisation topologique? À quoi ça sert cette méthode? En fait, on a tout d'abord à gauche ici une pièce qui est fabriquée pour l'usinage classique. On crée ou bien on importe une géométrie. Et après, on commence à faire des changements au niveau de la conception pour que la pièce, d'une part, reste imprimable par l'imprimante 3D, et en même temps, la pièce, elle est légère, et le temps de fabrication, il est faible par rapport au temps de fabrication en usinage classique. Donc, ici, on essaye de vraiment tirer profit des avantages de la fabrication additive, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des contraintes mécaniques ou bien thermiques qu'il faut respecter dans le design pour ne pas avoir des problèmes d'impression ou bien des problèmes lors du fonctionnement de la pièce. Toujours en optimisation topologique, il y a en 2016 la première chaîne de conception, CAO modélisation, simulation et test de la pièce conçue, après optimisation topologique, après conception d'une structure lattice, c'est-à-dire c'est une structure qui n'est pas plate, et à la fin, génération d'un fichier 3D qui sera envoyé vers la machine pour réalisation. Par contre, la vision pour le futur, il va changer carrément ce cycle de conception. Entre 2020 et 2025, il y aura une intégration et automatisation de la chaîne de conception. Étape de CAO préliminaire, optimisation topologique, génération des structures lattices, CAO modélisation, simulation et test, génération d'un fichier 3D et suivi des paramètres de fabrication et de post-traitement. On a déjà parlé de post-traitement. Le post-traitement, il va vraiment changer la qualité de la pièce finale, donc il faut le prendre en compte. Et aussi, la fabrication. Il y a beaucoup de paramètres de fabrication. Puissance laser, par exemple, juste pour vous éclaircir. Vous éclaircir. En fait, il y a le paramètre vitesse de balayage du faisceau laser. Par exemple, puissance, l'épaisseur de couche. Il y a toute une famille de paramètres qui interagissent entre eux pour donner lieu à la pièce finale. Et c'est un besoin en fait, le fait de repenser l'ensemble de la chaîne de conception.